écoutez, il est 19h03, donc je vous propose qu'on démarre, si on veut tenir le tempo. Alors, c'est un sujet vaste, que cette loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Elle contient beaucoup, beaucoup de choses. Euh, donc, moi, ce que je vous propose dans un premier temps, peut-être, si vous en êtes d'accord, c'est de faire un tour non pas de table, mais un tour de réseau pour que chacun puisse repérer de là où chacun parle. C'est important, je crois, que chacun repère un peu qui est qui et pour qu'on puisse ensuite essayer de ne pas partir dans tous les sens, mais de rester centré sur les intérêts généraux que représentent les gens qui participent à ce webinaire. Mais préalablement, donc, je voudrais encore vous remercier une nouvelle fois d'avoir cliqué sur le lien et d'être là ce soir. Donc, l'objectif de ce webinaire, comme les précédents, c'est véritablement de pouvoir partager ensemble avec les acteurs du territoire et faire en sorte que le recueil à la fois des points évoqués, des doléances, des points positifs, de ce qui peut ressortir au fil des jours, puisse être agrégé ici au niveau de l'équipe et qu'on puisse remettre ça entre les mains de Sabine Tillet, notre députée, et pour qu'elle puisse, à l'Assemblée, bien infléchir, faire passer un certain nombre de messages et faire valoir les remarques de son territoire. Donc voilà, donc moi je suis Abdel Pires, à la fois député suppléant de Sabine Tillet, et puis ponctuellement, actuellement, collaborateur également de Sabine. Alors, je ne sais pas qui veut, on commence peut-être par, j'ai la liste à droite, donc on va descendre par François. D'accord. Si François veut dire un mot, se présenter. Oui, donc je fais partie de l'association Reboot qui est située à Tours. Tours et sa région, enfin les cités limitrophes. Et donc nous, le but de l'association, c'est de réinstaurer euh, le réemploi du verre en Touraine. Voilà, comme l'a déjà fait Bout à Bout sur la région nantaise. Et voilà, donc nous sommes actuellement en train de mettre au point l'expérimentation, une expérimentation qui va se dérouler sur 3 ou 4 mois pour vérifier que ça peut marcher. Et donc ensuite, c'est Hugues qui va prendre le relais parce que ça le concerne pour la suite. Bien, allons-y pour le relais. On passe le témoin. Bonjour à tous, donc Hugues Monin, je fais partie de la société Hugues Eben. Nous sommes deux à avoir créé cette entreprise-là, entreprise qui a pour but de créer un centre de lavage de contenants de verre, tout type de contenants, bouteilles, bocaux et plats, sur le territoire, englobant 200 km à la ronde, pour avoir un peu une image du rayonnement de cette activité industrielle qui pourrait naître. Et nous sommes en coopération très serrée avec Reboot. On travaille tous les jours ensemble. On a vraiment créé un lien fort et on a réussi ensemble à lever une étude de faisabilité qui a démarré depuis quelques semaines, qui est cofinancée par l'ADEME et Citeo, qui va permettre d'analyser tout le territoire de A à Z. Et l'expérimentation dont parlait François tout à l'heure, qui aura lieu sur la fin d'année. Voilà un petit peu pour schématiser. D'accord, ok. Merci Hugues. Françoise. C'est moi qui fais des bêtises. Josette, vas-y. Vas-y, Josette, on te laisse te présenter si tu veux. Vas-y, ça va laisser. Alors, vous loupez la meilleure, mais tant pis pour vous. Non, vas-y, je t'en prie. Oui, oui, on se connaît tous, je pense, au moins de vue. Je fais partie du groupe Tour Nord et maintenant, je vais essayer de rejoindre Jonathan à Saint-Cyr.
Je suis depuis le début partie prenante sur l'ensemble des projets, si ce n'est qu'en ce moment, je suis en maladie, donc vous ne me verrez pas sur le terrain. Point terminé. Voilà. Par contre, le plus possible, j'essaierai de me mettre sur, comme je le fais là, même au niveau national, sur tout ce qui est vidéo, pour essayer de promouvoir nos idées. Et surtout, moi, je représente le modem. Voilà. Ok. Merci, Josette. Je t'en prie. Françoise, si tu veux dire un mot. Ah. Françoise, est-ce qu'elle nous entend? Bon, on va lui laisser le temps d'arriver et peut-être passer le relais à Grégory. Grégory. Oui, bonjour, Grégory Siro, bonjour. Donc là, ça y est, je viens d'allumer mon micro. Alors moi, à titre personnel, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'ambassadeur de la région Centre-Val de Loire. J'ai fondé le réseau Ambassadop, qui regroupe les plus grands industriels de la région Centre-Val de Loire, qui sont au service du président de région, qui permet en fin de compte d'effectuer tout ce qui est attractivité territoriale. J'ai un cabinet de conseil à Paris pour tout ce qui est structuration financière. Je travaille étroitement avec BPI France sur tous les programmes de financement, notamment en matière d'innovation et autres. Là, si je suis ce soir parmi vous, c'est que d'une part, Albel a eu la gentillesse de m'envoyer une invitation, et par ailleurs, au niveau de la thématique, il faut savoir qu'avec une entreprise qu'il doit connaître qui s'appelle Ecophys, dont il était présent avec moi pour la remise de l'Ordre national du mérite pour sa dirigeante, ainsi que pour une autre société sur la circonscription de Sabine qui s'appelle Rubex Pharma. Nous avons lancé une opération de collecte de masques dans l'ensemble des 805 pharmacies de la région Centre-Val de Loire. Voilà, donc c'était une opération de collecte et l'idée étant aussi potentiellement le recyclage, mais avant toute chose la collecte. Voilà. Bien écoutez, sur ce, je vais tous vous écouter avec intérêt par rapport à cette thématique. Voilà, c'était tout. Merci Grégory. Alors, je vois le drive du bon sens qui nous a rejoint. Le bon sens près de chez nous. Bonjour le drive du bon sens. Bonsoir à tous. Nolwenn Auclair. Oui, j'ai mis le drive du bon sens. Donc avec ma femme Cécile Auclair, je suis cofondateur et cofondatrice, et on a ouvert le drive du bon sens à Chambray-les-Tours il y a maintenant 1 an. Et donc le drive du bon sens, depuis 1 an, remet la consigne de façon effective et opérationnelle sur le rayon, on va dire le périmètre du Chambray-Grand Sud, et on a une antenne sur Tours-Nord, enfin un point relais. Et donc on travaille aussi étroitement avec Reboot, et donc on souhaite et on a proposé d'être le centre d'essai pour cette fameuse expérimentation qui sera à plus grande échelle, mais du moins à une échelle entreprise locale sur Chambray-les-Tours. Depuis 1 an, la consigne est remise en place et à tout. Et c'est avec plaisir qu'on partagera nos retours d'expérience sur cette année passée. Ah, super. Merci. Jonathan, peut-être, si Jonathan veut nous dire. Oui, je suis là. Bonsoir à tous. Alors, moi, je suis Jonathan. J'ai créé le comité Saint-Cyr il y a 3 semaines, donc c'est tout nouveau. Quoi dire? Alors, j'ai déjà, donc Josette, on se connaît là-dessus. Le drive du bon sens, on s'est déjà vu aussi lors d'un entretien d'embauche il y a 1 an. Et j'ai pas été pris. Mais donc voilà, après, donc moi j'ai fait plusieurs projets citoyens avec En Marche sur l'écologie, sur la sensibilisation et sur du ramassage sur les bords de Loire. Je suis en train d'en faire un 3e
sur, pareil, je ne sais pas trop, soit sur un massage ou en dialogue, quelque chose, mais ça avance petit à petit. Donc voilà, après, quoi dire, pas grand-chose, Bah, c'est au tout. fur et à mesure, Jonathan, je pense qu'il y aura Oui, des choses à dire au fur et à mesure, mais voilà, c'est ça. merci Ouais. en tout cas de nous avoir rejoints ce soir. Je ne sais pas si Françoise a retrouvé son micro et si elle veut nous dire un mot, mais ah, Josette a retrouvé sa caméra, donc c'est déjà une bonne chose. Vous m'entendez? Françoise, Est-ce que ça marche? alors on t'entend Françoise. Non, ça marche Si, on t'entend. La pas. caméra, Un non, souci, mais le son. quoi. Non? Ah, bonjour à tout le monde. Alors moi, je suis citoyenne, voilà, et intéressée par le sujet. Donc, je n'ai pas du tout en fait d'association autre, mais je peux aussi en fait contribuer et amener la pierre à l'édifice pour pouvoir, voilà, œuvrer en ce sens. Alors, je travaille dans une administration, je suis responsable informatique. Je travaille également en fait pour recycler tous les matériels informatiques, pour redonner une seconde vie et puis en fait que ce soit une action solidaire vis-à-vis des usagers qui sont un peu en fracture numérique. Donc voilà, ça peut également être intéressant d'aller sur cet axe-là. Super. Merci Françoise. Bon, ben, je crois qu'on a fait le tour. On ne va pas demander à Maya ni à Karine de dire un mot, à moins qu'elle le veuille. Karine et Karine. Vas-y, Karine. Vas-y. Bonsoir à tous. On va faire geste barrière. Vas-y. Bonsoir à tous. Donc, en fait, on avait eu le plaisir de se rencontrer à l'occasion de la rencontre chez Ecofis, justement, en novembre 2019, pour certains d'entre vous, notamment Drive de Bon Sens, Monsieur et Madame Leclerc, qui depuis ont ouvert et nous ont gentiment invités à venir les rencontrer la semaine prochaine à Chambray. Et Reboot aussi, qu'on avait suivi de près et notamment agréablement soutenu par le conseil départemental et les projets participatifs. Donc voilà, c'est toujours important de se retrouver, de faire un petit bilan et puis surtout de continuer en tant que bureau parlementaire et Sabine Tillet à accompagner vos démarches et faire en sorte d'agir ensemble sur ce territoire pour l'environnement. Ok, merci. Maya, tu veux dire un mot sur de présentation? Que dire, Maya Nicolas Monceau, je suis la dernière personne qui n'a pas été encore présentée de cette équipe de Circo, donc voilà. Et que dire, moi aussi j'étais présente donc à la réunion sur zéro plastique. C'était moi qui prenais les petites notes au fond, donc peut-être que vous ne m'avez pas remarqué, mais j'étais bien là. Et justement, j'avais trouvé ça à l'époque très intéressant, et notamment sur le fait que cette réunion avait notamment permis d'amender le projet de loi qui était projet de loi économie circulaire à l'époque, et on avait réussi à faire passer un amendement dans ce projet de loi à la fin. Donc voilà, en espérant que ces discussions que nous allons avoir aujourd'hui et puis par la suite permettront aussi de faire avancer le travail législatif et peut-être d'amener de nouvelles choses sur ce projet Egalim 2. Voilà. Merci Maya. Alors peut-être avant de commencer… Reboot cherche un local. Ah oui, on le dira tout à l'heure. Oui. Alors peut-être qu'avant de commencer, faire un petit inventaire, non pas à l'après-vert, mais à la mode législative sur cette loi anti-gaspillage, pour dire que donc, depuis 2016 en réalité, mais puisque sous Hollande, les choses avaient déjà commencé, mais depuis 2020, donc, il y a eu la
présentation du premier décret contenant les objectifs de réduction et de réemploi du recyclage plastique, qu'en 2021, à compter du 1er janvier, donc, il y a eu la publication du premier décret 3R quinquennal fixant les objectifs de réduction, de réemploi et de recyclage des emballages en plastique à usage unique pour la période 2021-2025. Au 1er janvier également, donc, interdiction des pailles, couverts jetables, touillettes, couvercles des gobelets emportés, boîtes en polyester expansé, type boîte de kebab, pique à steak, tiges pour ballons, confettis en plastique, etc. et tous les objets en plastique oxodégradables. Ça, depuis le 1er janvier, donc, c'est interdit et donc ça ne devrait plus être usité. Au 1er janvier également, déploiement des dispositifs de vrac, obligeant les vendeurs à accepter les contenants apportés par le consommateur. Il y a eu également la limitation du suremballage plastique grâce au système bonus-malus. Dans le même temps, l'interdiction de distribuer gratuitement des bouteilles en plastique dans les entreprises, même si on sait que malheureusement c'est encore monnaie courante. Au 1er janvier 2022, seront interdits les suremballages en plastique pour les fruits et légumes de moins d'1,5 kg, des sachets de thé en plastique et des jouets en plastique distribués gratuitement dans les fast-foods. Également, l'obligation d'avoir des fontaines à eau dans les établissements recevant du public. On passe en 2023 avec, au 1er janvier 2023, interdiction de la vaisselle jetable dans les fast-foods pour les repas servis sur place. Au 1er janvier 2024, interdiction de vendre des dispositifs médicaux contenant les microplastiques. Et 2025, au 1er janvier toujours, les lave-linges neufs sont dotés d'un filtre à microfibres plastiques pour éviter de laisser passer. Et en 2026, au 1er janvier, interdiction de vendre des produits cosmétiques rincés contenant des microplastiques autres que les cosmétiques exfoliants ou gommages qui sont déjà interdits depuis le 1er janvier 2018, comme les shampoings, produits de coloration, gel douche, démaquillants, etc., etc. Donc on voit bien que toutes ces mesures, là, du coup, on est sur le sortir du plastique jetable, mais on est aussi, et c'est ce que veut cette loi, dans une meilleure information du consommateur, dans la lutte contre le gaspillage et pour le réemploi solidaire, contre l'obsolescence programmée, une incitation à mieux produire, et on verra tout à l'heure avec quelques exemples concrets, c'est véritablement les enjeux de la loi anti-gaspillage pour cette économie dite circulaire. Donc voilà les bases un petit peu de cette loi. Il y a eu depuis la crise que nous avons tous traversée et on a bien remarqué qu'à certains endroits, toutes ces belles intentions se sont vues malmenées, et notamment avec la recrudescence par exemple des masques qui ont engendré un autre type j'allais dire de pollution, mais en tout cas, oui, à certains endroits, c'est véritablement ça. Et puis, voilà, le zéro plastique, enfin, cette dynamique qui avait été enclenchée avant la crise, on a bien vu que pendant la crise, eh bien, les choses ont été soit délaissées, soit réduites, soit les préoccupations étaient ailleurs. Mais en tout cas, aujourd'hui, on voit bien que cette planification 2020-2025, 2026, je pense que le gouvernement a envie de tenir, et avec l'objectif ultime qui est atteindre le zéro plastique jetable d'ici 2040. Bon, on n'y est pas rendu, on sera peut-être plus là les uns et les autres, mais en tout cas, si on peut faire quelque chose pour nos enfants, ça serait pas mal. Alors voilà, je ne sais pas si déjà sur ce chapitre des plastiques, est-ce qu'il y a des remarques, des choses qui heurtent, des choses qui sont très faciles à appliquer, d'autres qui sont impossibles à mettre en œuvre. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir si les masques, la collecte de masques fonctionne. On peut peut-être, oui.
C'est Grégory qui nous a parlé tout à l'heure de l'action sur la collecte des masques. Peut-être dire un premier mot là-dessus. Oui. Oui. Oui, je suis là. Collecte des masques, oui, tout simplement parce que les masques sont jetés dans la rue. Fort de ce constat, c'est François-Xavier Crozet, Rubex Pharma, qui est placé à Fondette, qui m'en a fait part. Il voulait faire une opération. La société Ecofis, eux, développaient donc des collecteurs. Lui, il avait tout le réseau de tout ce qui était pharmacien au niveau de la région centre. Et donc, l'idée, c'était qu'on trouve des points de collecte pour pouvoir déposer ces masques, alors aussi bien chirurgicaux que tissus. Mais l'idée du recyclage, c'était une idée qui avait germé au mois de juin dernier, mais qui a progressivement été abandonnée. Tout simplement parce que d'un point de vue économique et autres, on n'était pas sur quelque chose de réellement envisageable. Tous ceux qui s'y sont lancés, bon, c'est une opération, un peu de communication. Il faut savoir que les masques, ça date pas d'hier, que la collecte de masques et leur traitement des masques, ça ne date pas d'hier, c'est quelque chose de mondial depuis des décennies. Donc la problématique a déjà été réglée dans le monde entier depuis plusieurs décennies, parce que tout le monde s'y est intéressé. Donc l'idée était plutôt de collecter des masques, de sécuriser tout le monde, parce que le problème, c'est que les masques arrivaient aussi en centre de tri et que les machines ne détectaient pas et que le personnel des centres de tri venait toucher les masques et attraper les Covid. Et donc, le Covid, et comme ça, on aurait eu des constitutions de clusters au sein même des centres de tri. Donc, pour pouvoir protéger tout le monde, donc, premièrement, bien entendu, la nature pour éviter d'envoyer les masques sur le sol, dans la rue, et puis aussi les gens qui traitent les masques. Donc, l'idée était de retrouver des lieux de dépôt, d'utilisation rapide où les sacs sont beaucoup plus épais, ils sont bleus, donc sont identifiés pack sanitaire, donc c'est sous protocole du gouvernement. Et comme ça, tous les centres de tri, quels qu'ils soient au niveau de la région Centre-Val de Loire, le traitent en connaissance de cause et selon leur protocole, avec l'indication, attention, là ici c'est du Covid. Alors il n'y a pas que des masques, il y a aussi les gants, les surblouses, tout ce qui est produit Covid, mais de manière très constante sur l'ensemble du territoire régional. Ce qui permet aussi de le développer autre que sur le territoire régional, aussi sur le territoire national. Mais bon, pour l'instant, nous sommes en test sur le territoire régional. Nous avons distribué sur l'ensemble des 805 pharmacies. Là, nous allons faire l'ensemble des lycées et nous allons faire les maisons spécialisées de santé pluridisciplinaires. Voilà tout pour ce point-là. Ok, merci. Peut-être pour cette notion de consigne, enfin, ou en tout cas de réemploi, de recyclage. Alors, bon, là, on parle du plastique, mais qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui par rapport au verre Oui, vas-y, Josette, hein, n'hésite pas, prends la parole. Si ton micro n'est pas ouvert, Josette. On ne t'entend pas, Josette. Ouvre ton micro. Qui doit m'ouvrir. Voilà, là, ça y est. On t'entend. Bon, je voulais simplement savoir où en sont les filtres de cigarettes dans leur réutilisation, leur transformation. On en avait parlé depuis longtemps, puisque c'est très dangereux, c'est aussi dangereux que les plastiques. Où en sommes-nous? Est-ce que quelqu'un sait? Alors, moi, en ce qui me concerne, et pour avoir relu la loi et rebossé dessus, il n'y a rien qui indique effectivement sur ce chapitre-là, précisément,
des dispositifs ou des actions particulièrement ciblées sur les filtres à cigarettes. Après, c'est vrai qu'au niveau des collectivités, on voit les efforts qui sont consentis sur, pas à tous les endroits, mais à beaucoup d'endroits, sur la récupération des cendriers, sur la récupération des mégots, via des dispositifs voilà, de cendriers imposants, attirants, etc. Mais la réalité, quand vous vous baladez sur le trottoir, effectivement, les constats, Oui. c'est que ça traîne toujours dans les caniveaux beaucoup. Beaucoup, et c'est beaucoup plus dangereux que le plastique. Hein. Beaucoup plus dangereux, je ne sais pas. Oui, parce que ça a une durée de vie presque autant, mais c'est un problème qui est plus insidieux parce que tu peux le trouver n'importe où, y compris dans la terre. Hein. Oui, et aujourd'hui, ce qui est inquiétant, c'est la constitution même du filtre, ce qui n'était pas le cas encore 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, les filtres ont effectivement des matières plastiques. Bon, c'est tout. Je voulais savoir si quelqu'un avait une idée. Mais on peut se renseigner, je vais me renseigner et je vous communiquerai là-dessus. Merci. Alors oui, donc par rapport au verre, est-ce qu'on peut dire un mot aujourd'hui sur les difficultés peut-être de recueil, de recyclage, puisqu'on met en opposition la nécessité, enfin la quantité d'eau pour pouvoir relaver les verres, etc., puisque ça… Alors, pour avoir beaucoup étudié le sujet depuis longtemps, de faire le réemploi du verre est beaucoup moins calorique, enfin, on utilise beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins d'eau que le recyclage. Le recyclage peut partir très loin, parfois même en dehors de la France, et va être conduit à des températures extrêmes sur des durées très longues. Alors que nous, la bouteille, on va juste la récolter sur des localités à 2 cm à la ronde maximum, et le nettoyer, et sachant que le centre de nettoyage que l'on veut créer sera avec une machine moderne, avec des économies d'eau très importantes, des réutilisations de bains à chaque fois, ce qui fait que le réemploi est vraiment à passer avant le recyclage du verre, c'est sûr. Ce qu'il faut par contre, je pense, noter, c'est que les gens pensent recycler, pensent que déjà c'est un beau geste, ça c'est vrai. Nous, le recyclage, on trouve que c'est la bonne finalité du produit. Ce qu'on veut juste dire, c'est que le réemploi doit se faire en amont et on doit refaire des boucles, réutiliser notre contenant jusqu'à ce qu'il soit jugé abîmé pour ensuite aller en fin de vie au recyclage. Et ça, le citoyen n'est pas au courant de tout ça, n'a pas forcément conscience que le réemploi peut avoir une notion en amont du recyclage. D'accord. Donc ça, c'est une première chose à prendre en compte qui est très importante. Et les collectivités qui payent beaucoup d'argent pour gérer le recyclage du verre, si en amont, elles mettaient des bennes pour faire le réemploi du verre, elles économiseraient les frais de recyclage. Et donc, le citoyen derrière paierait moins d'argent. Ok. C'est ce que vient de dire Hugues. À l'ouverture du Drive, on a créé une section, il y a une page sur le site internet qui aborde le sujet du calcul du coût carbone du lavage et du coût énergétique vis-à-vis de l'eau, parce qu'effectivement, c'était un sujet. Bah oui, mais moi, je préfère jeter mon plastique dans la poubelle jaune ou dans la poubelle noire qui soit enfouie plutôt que de consommer de l'eau pour laver des bocaux en verre. Donc ça, on l'a eu au début. Donc face au le terme un peu galvaudé, mais détracteurs, on devait pas justifier, mais à essayer d'amener dans le sens de l'utilisation du verre les futurs consommateurs. Et pour ce faire, il y a un parallèle qui est simple à évoquer, c'est le lave-vaisselle. Aujourd'hui, ce n'est plus à démontrer qu'à part une technique fulgurante du lavage à la main, une famille de 4 personnes qui va réaliser sa vaisselle le soir dans son évier va consommer entre 5 et 10 fois plus d'eau que le lave-vaisselle. Donc là, voilà, ça c'est tout le monde qui est plus de 80% ont un lave-vaisselle à la maison. Donc ça l'argument, il est là, il est percutant. Aujourd'hui, pour la partie mise en pratique, depuis 1 an,
on lave entre 300 et 800 dans les grosses journées, bocaux et bouteilles à la journée. Et avant d'user des bocaux, nous, à l'origine, il y en avait plus de 20 000 pour créer le stock et le fond de roulement. Et sur ces 20 000 bocaux, il n'y en a pas un seul aujourd'hui qui est terni ou qui a une problématique déjà au bout d'un an. Donc, si on fait le parallèle entre le plastique à usage unique et tous les suremballages qui vont naviguer en coût carbone d'un industriel A à un industriel B, à un industriel C, jusqu'au point de vente, et de l'autre côté, dans un usage, comme le disait Hugues, local, à 200-300 km sur le remploi du verre, le calcul, et voilà, il n'y a même pas à regarder. À la fin, on est sur des échelles de grandeur qui sont économiquement et bon pour la planète, très viables. D'accord. L'application qui évalue l'empreinte carbone, c'est laquelle la mieux Alors moi, je l'ai dit, j'étais cofondateur, mais en fait, je suis pas salarié, c'est ma femme qui gère ça. Et moi, je travaille pour un groupe et j'accompagne les industriels dans la décarbonation. Donc, je connais très bien le sujet et c'est quelque chose qui me passionne aussi en tant que citoyen. Donc, il y a plusieurs entreprises qui font ces calculs et nous, on a mis un tableau en place pour faire Scope 1, Scope 2 et Scope 3 de façon intelligente et de bon sens. Donc, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais les scopes, c'est tout simplement de dire je calcule le bilan carbone brut. Ensuite, je calcule celui-là de mes fournisseurs et ensuite, je calcule l'ensemble de mon coût carbone par rapport à un produit fini. Et donc, ça n'a pas été fait que logiciel, ça a été fait de bon sens par tout simplement des estimations sur des trajets qu'on peut avoir, tout simplement, parce que c'est un camion qui est chargé, qui fait 18 tonnes en moyenne, etc., etc. Donc, c'est encore des calculs, j'ai envie de dire d'apothicaire, parce qu'effectivement, ça va être un cumul d'approximations, mais même les logiciels ou même les grandes institutions comme Carbon 4 ou d'autres qui font de leur métier, je pense que tout le monde connaît Monsieur Jancovici ici, on est encore malheureusement sur ces approximations parce que la partie incitative ou punitive de cette partie carbone n'est pas encore arrivée. Donc, on va y venir très rapidement. Et donc là, on aura des applications qui vont sortir d'ici fin d'année, l'année prochaine, où on rentrera plus dans le détail. Bon, je dérive un peu sur la partie bilan carbone, mais c'est clair que rien que sur la partie locale, on sait que plus de 60%, c'est le transport. Donc déjà, on est gagnant. C'est d'autant plus intéressant que je regardais dans la loi, donc au 1er janvier 2022, les opérateurs téléphoniques, les box, etc., les fournisseurs d'accès Internet auront l'obligation d'indiquer à leurs clients leur consommation, effectivement, et leur impact, je dirais, de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est intéressant et on voit bien qu'avec la filière REP, alors l'acronyme, je ne sais plus trop ce que ça veut dire responsabilité. Merci Karine, responsabilité. Voilà. Donc en gros, voilà, le producteur paye une contribution pour le traitement de son produit. Là aussi, on est avec ces éléments-là dans cette avancée-là. Donc c'est vraiment intéressant. Moi, ma question, elle a été parce qu'on voit bien que, et c'est dans la loi également, que ça tend vers la fin des invendus, de l'élimination des invendus. Donc, ça va être strictement interdit, que ce soit sur du bien consommable et également sur les vêtements. Et donc, je me disais, mais les produits qui aujourd'hui sont emballés dans le verre, je pense, je sais pas, pots de confiture, des boissons, etc., comment on pourra traiter ces produits-là s'ils sont invendus, mais en même temps ils sont périssables. Donc ça va être très compliqué, on ne peut plus les détruire. Donc là, ça va nécessiter aussi une logistique de nettoyage et de récupération des verres, peut-être un peu plus grande que celle d'aujourd'hui, non? Qu'est-ce que vous en pensez?
c'est une réflexion idiote de ma part? Non, pas du tout, parce que effectivement, c'est un cas concret et c'est une situation auquel nous sommes confrontés concrètement aujourd'hui au Drive. Et déjà, on passe par. Il y a une étape entre la réflexion du c'est bien périmé et ce n'est plus vendable, et la partie j'arrive presque au bout. C'est l'anti-gaspillage. Donc le mode anti-gaspi est un terme qui prend de l'ampleur, parce qu'il y a beaucoup de citoyens on a même des clients qui ne consomment quasiment qu'en anti-gaspi, et ce qui nous permet aujourd'hui, à une échelle locale, hein, de Tours, Chambray-les-Tours, Saint-Cyr, Tours-Nord, voilà, d'avoir très peu d'invendus. Et sur la logistique de l'invendu, on a des fournisseurs qui récupèrent les produits, parce que eux-mêmes, lors de création de lots, de fabrication, ils doivent intrinsèquement au niveau de l'entreprise traiter ces déchets. Et donc, ils viennent récupérer. Je prends l'exemple de tout simplement la bière, où quand voilà, il y a un lot qui était une bière de Noël qui était passée, ils ont récupéré, parce que eux, ils traitent tout simplement. Et si je vais plus loin maintenant sur plutôt la partie fruits et légumes, qui est plutôt, nous on les met dans les cagettes directement, ça va pas dans les bocaux en verre, mais c'est tout simplement des composteurs, ou alors un cycle, un passage voilà, pour aller sur un compost dédié sur du compost. Là, on travaille avec Zéro Déchet Touraine sur ce sujet, mais ça nous arrive pas encore, et puis on va dire tant mieux, ça veut dire que on arrive à avoir une gestion en amont qui permet de ne pas avoir trop de pertes, et on va dire l'écart de cette perte passe en anti-gaspi et ça part. Donc le sujet n'est pas là. Mais si on fait une échelle industrielle, effectivement, oui, le sujet, vous avez raison, M. Pires, il va se poser. Oui, c'est vrai qu'il y a des produits comme ça, vus à brûle-pourpoint, comme ça, de l'extérieur. Il y a des produits plus simples, peut-être. Je pensais notamment, par exemple, à toute la cosmétique, les parfums, notamment, qui sont des emballages verts, mais enfin, des bouteilles en verre souvent, mais avec voilà, comment on appelle ça? Je ne sais plus comment on appelle ça, mais enfin bref. Donc, peut-être un peu plus difficile à retraiter. Nous, simples consommateurs, quand on voit les choses de l'extérieur, on se dit qu'une bouteille sans son bouchon, elle est peut-être plus facile à retraiter qu'une bouteille de parfum qui a une capsule, enfin, vous voyez, un élément métallique souvent pour le vaporisateur, etc., etc. Voilà. Donc, enfin, tout ça pour dire que pour avoir été visiter l'association Active, par exemple, quand on retraite du vêtement, du tissu, aujourd'hui, vu de l'extérieur, ça me semble plus simple, mais ça ne l'est peut-être pas. Au final, ça ne l'est peut-être pas, mais ça me paraît plus simple de recycler, de récupérer, de recycler, voire de retransformer, et puis de réinjecter dans l'économie circulaire, que le verre, par exemple, qui me semble plus complexe, mais Alors, vertueux. Pour vous rejoindre, en effet, on part pour le verre, on repart d'une filière qui a disparu. L'idée, c'est de copier le modèle allemand, le modèle belge, pour repartir sur une vraie filière qui puisse fonctionner, c'est-à-dire passer par de la standardisation, réduire le type de format de bouteilles. Par exemple, juste pour vous donner un exemple, dans le Vouvray, juste pour le Vouvray, on a 30 sortes de bouteilles. L'idée, c'est de le réduire fortement. Par ça, ce sera d'abord discuter et de travailler avec des viticulteurs qui seront novateurs, qui auront envie de se lancer avec nous, et puis au fur et à mesure emmener les autres et y arriver. Il y a un engouement fort des producteurs, il faut le savoir, tant dans le vin que de la bière, que les jus de fruits aussi. On a déjà des accords qui commencent à se faire, des discussions qui avancent bien avec beaucoup d'acteurs. Après, en effet, il faudra harmoniser tout ça. Et harmoniser, ça passera aussi par une volonté des fabricants de verre, qui eux ont réduit la taille du verre, l'épaisseur du verre. Vous prenez une bouteille de verre, maintenant vous la faites tomber par terre, elle explose. Ou même vous la bougez un tout petit peu, vous la heurtez un tout petit peu, elle explose. Auparavant,
Ouais. Donc, il y a une grosse avancée à faire là-dessus. Nous, c'est notre travail. Le site industriel que l'on crée, c'est aussi un accompagnement des producteurs, tant sur l'étiquette que sur les bouteilles. Avec Reboot, on veut vraiment accompagner nos producteurs pour sortir ensuite des contenants qui soient vraiment réemployables. Et après, les collectivités devront, à moyen terme et à long terme, il faut imaginer que les bandes de recyclage que vous connaissez, peut-être qu'un jour, ce sera des bandes de réemploi qu'il y aura. Vous mettrez votre verre qui ne se cassera pas, vous n'entendrez plus une bouteille qui se casse, mais ce sera des bouteilles qui seront ensuite récupérées, retraitées juste à tour, nettoyées et redistribuées ensuite comme des bouteilles neuves, estampillées qualité et derrière réemployées tout de suite par les producteurs pour être réinjectées sur le territoire. Et là, on parle de à peu près un vivier de plus de 90 millions de bouteilles sur le vin, 15 millions de bouteilles en bière et plus de 3 millions en jus. Et ça, c'est vraiment que sur le territoire de l'Indre-et-Loire. Donc après, si on part sur 200 km, ça va beaucoup plus loin. On a beaucoup plus de volume. Et alors, j'aimerais en profiter pour vous demander votre avis sur la consigne, puisque la consigne verre a existé, elle a totalement disparu, je crois, ou elle doit peut-être encore exister à quelques niches près. On voit que la consigne des bouteilles de gaz fonctionne encore plutôt très bien. On a parlé, fut un temps, de la consigne plastique pour recueillir le maximum de plastique. Je crois que on n'en entend plus trop parler, mais vous, quelle est votre idée sur cette notion de... Est-ce que c'est la solution miracle? Est-ce qu'il faudrait réinjecter de la consigne à tous les étages, ou vous pensez que c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est peut-être pas utile? Je pense qu'il y a deux écoles. Il y a des écoles type des magasins comme le Drive du Bon Sens, comme peut-être des Biocoop, des Coop Nature, qui eux ont une clientèle qui fera le jet naturellement sans avoir une rétribution financière. Et après, d'autres magasins qui, eux, auront besoin de mettre une rétribution financière ou 3 bouteilles ramenées, une bouteille offerte. Par exemple, je cite des exemples farfelus ou des bons d'achat. Donc, c'est des choses qui existent dans d'autres pays, qui se font en Alsace aussi. Il faut savoir que tout ce que l'on est en train de dire peut être étayé par beaucoup d'études qui sont sorties par l'ADEME. Il y a 7 études qui ont été faites ces dernières années qui montrent que le réemploi est vraiment à prendre en compte et à mettre en place au plus vite sur tout le territoire. Donc, après, avec consigne ou pas, ça, François peut peut-être donner aussi son avis. Moi, j'ai vu sur le site Zéro Déchet, j'ai vu une étude, enfin un point en tout cas, où il disait que dans certaines régions, alors je suppose que c'est les grandes surfaces, ont diminué les prix de vente de 20% sur les produits où on ramène le verre. Donc, en fait, il y a une incitation à prendre ces produits-là parce qu'ils coûtent moins cher, et ils coûtent moins cher parce que les gens ramènent le verre. C'est un cercle vertueux, en gros. Ramènent le verre, et donc les producteurs en profitent, ont moins de frais sur l'achat des bouteilles. Enfin, c'est ce que j'imagine. Alors, je suppose que c'est... Et puis, alors, au niveau des grandes structures, ce qu'il faut se dire quand il y a si on fait de la consignation, c'est qu'il faut du personnel pour s'en occuper, pour compter les bouteilles, pour vérifier que ce sont des bouteilles en bon état. Enfin, moi, je me rappelle, parce que j'ai connu encore la consigne des bouteilles d'eau minérale quand j'étais enfant. Et donc, il y avait la supérette où on allait acheter notre eau. Il y avait une dame qui passait quasiment tout son temps à compter les bouteilles qui revenaient, vérifier qu'elles étaient en bon état, et puis donner l'argent de rétribution des retours. Donc, la consigne n'est pas forcément une obligation. Après, on peut tabler aussi. Enfin, ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui font le geste de ramener le verre dans les containers à verre, c'est pas un geste beaucoup plus compliqué de le ramener dans un magasin où on va faire ses courses. De toute façon, on ramène son verre.
du verre vide, ça pèse moins lourd que le verre plein qu'on va remmener ensuite chez soi à travers ses achats. Donc, une fois que les gens auront compris ça, je pense qu'il y a quand même… Oui, et on voit par exemple avec des bouteilles de gaz SodaStream qui sont consignées également, qu'il n'y a pas de perte et que les gens ramènent pour racheter derrière une bouteille pleine. Donc ça peut effectivement marcher. Je vois que Grégory a levé la main. Grégory? Non. Grégory? Et voilà. Oui, Grégory. Oui, j'avais levé la main tout à l'heure. Et là, on parle beaucoup de recyclage, des choses comme ça. Bon, c'est très bien. La première, je voulais juste intervenir juste après les mégots de cigarettes. Et peu importe le type de déchets. L'élément principal numéro 1, c'est bien beau de parler de recyclage, de quoi que ce soit. Avant toute chose, encore faut-il que les gens les mettent dans la poubelle. Ah oui. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est les points de collecte et c'est les modes de collecte. Et effectivement, la consigne est un élément sur lequel je suis partie prenante par rapport à certains types d'expériences. On a même discuté au niveau de l'université, notamment au niveau des petits gobelets. Bon, à Tours, il y a eu un peu de réticence, mais c'était Bernard Buron, le doyen de la faculté des sciences, qui m'a indiqué que lorsqu'il était à Sorbonne, il n'y avait pas de gobelets qui traînaient par terre. Ça n'existait pas, tout simplement parce qu'ils avaient un point de consigne. Et que ceux qui voulaient se faire un petit peu d'argent, quoi qu'il arrive, vous allez faire le tour des couloirs ou des abords de l'université pour aller ramener ce petit gobelet pour pouvoir avoir quelques centimes à droite à gauche. J'ai vu une expérience très intéressante qui avait eu lieu à Marseille, où là, il y a des quartiers, notamment défavorisés, soi-disant, où il n'y avait aucun papier par terre. Tout simplement parce qu'il y a une association qui, avec des partenaires industriels ou des magasins locaux, permettait, contre remise d'un bon d'achat dans la supérette du coin, par rapport à un certain volume de plastique, notamment, d'avoir des bons d'achat. Et vous avez des familles qui font le tour des rues pour aller collecter des bouteilles en plastique. Il n'y a pas, naturellement, il n'y a plus de déchets. Après, l'idée de savoir si dans le paquet de cigarettes, le filtre, c'est bien, c'est pas bien. Si le mégot est mis dans la poubelle et après qu'il est retraité, exemple en incinération, au moins il est valorisé, il génère de l'énergie. Donc on s'en fiche de ce qu'il y a entre guillemets dedans. Le plus important, effectivement, ce serait qu'il n'atterrisse pas sur le sol et qu'idéalement il soit biodégradable. Moi, je suis plutôt pour, en fin de compte, lancer comme les biomédicaments. Il n'y a rien de biologique dans les biomédicaments. Le professeur Hervé Vaquet pourrait vous le dire, le père des biomédicaments à Tours. Par contre, ils sont tous biodégradables dans la nature. Là, on fait aussi pareil, un focus sur les plastiques. Mais bon, la région Centre-Val-de-Loire, à Place-Val-de-Loire. La tête de proue de la French Fab en région Centre, c'est juste un grand plasticien. Et lui, il est à fond pour le plastique. Et il va vous dire la chose suivante, le plus polluant, et faute à la pluie, c'est pas le plastique, c'est l'aluminium. Je prends l'exemple. Ceux qui utilisent notamment les dosettes Nespresso génèrent plus de déchets qu'on ne peut pas retraiter. Au passage, c'est une problématique. L'aluminium, les dosettes, on ne peut pas les retraiter. Mais par contre, il faut absolument les mettre dans la poubelle parce que d'un point de vue écologique, c'est une catastrophe. Je suis d'accord, Grégory. Et on va donner la parole à Peggy qui justement travaille, je crois, bonsoir Peggy, qui nous a rejoint, qui travaille justement sur cette notion de produits cosmétiques avec un procédé écologique. C'est ça, Peggy? Ah, voilà Peggy. Bonjour. Oui, je vais créer je suis en train de faire des dentifrices en poudre. L'idée, c'est de les faire en
vrac. Mais je travaille sur le contenant et je viens de faire un petit retour à zéro récemment parce que j'avais justement choisi des petites boîtes en alu parce que je ne voulais pas de plastique. Je ne voulais pas de verre parce que j'avais peur que pour le transport et puis pour le coût. Donc, j'avais fini par prendre de l'alu. Vos retours sur le fait que ça génère plus de pollution, mais je galère vraiment à trouver des contenants qui puissent être qui est moins pollué et qui soient moins polluants par la suite, quoi. Alors, on a vu que dans cette loi, il va y avoir l'autorisation de la vente au 1er janvier 2022 de la vente de médicaments à l'unité pour résorber, atténuer, réduire les emballages. Mais c'est vrai qu'après, il y a des contenus qui sont obligatoirement dans une forme d'emballage. Et après, comme dit Peggy, il faut trouver la matière qui puisse permettre non seulement la conservation du produit, mais un retraitement. La matière qui est la plus écologique et la mieux maîtrisée, c'est le verre. Mais ça restera très certainement le verre. Ou le carton. Alors, une question. Le carton, on est capable de recycler 95% de notre carton en France. Oui, sauf que le carton utilise une quantité d'eau et de solvant pour être recyclé qui est très très grande. Et pour avoir échangé avec la PAPREC, enfin des dirigeants de la PAPREC me disaient que la filière carton arrive à saturation et qu'il y a effectivement un gros problème dans le retraitement du carton. Et alors ma question concernant le verre, après moi je ne suis pas chimiste ni industriel, mais si je ne m'abuse, le verre est fait à la silice. Cette silice, elle vient du sable, elle provient du sable uniquement ou non? Est-ce qu'à terme, si admettons, alors, on fait le si vous partez sur du verre perdu, à terme, on n'aura plus de verre, en effet. Par contre, si on part sur du réemploi, vu qu'on utilisera 5, 6, 7, 10 fois le même contenant, on économisera 5, 6, 7, 8 fois une production. Donc là, c'est viable. D'accord. Bah, très bien. Le sable verrier, c'est un sable particulier. Hein. C'est pas le sable qu'on peut trouver à la plage. D'accord. Non, mais comme on entend, et c'est aussi une des données problèmes des années à venir, hein, c'est que comme il est utilisé abondamment dans les pays en développement pour les constructions, aujourd'hui, on alerte sur la différence de sable et le risque. Non, mais on a un risque de pénurie sur le sable verrier aussi. Et alors, ce qu'il faut savoir en plus, c'est que concernant le recyclage, quand on refond du verre, quand on refait du calcin, outre l'énergie qui est utilisée pour le fondre, on est obligé de rajouter au minimum 20% de sable neuf. D'accord. Donc, le réemploi du verre est vraiment très intéressant puisqu'il évite de reponctionner encore dans les ressources naturelles. Et dans le recyclage du verre, vous utilisez aussi beaucoup d'eau puisqu'il faut nettoyer les calcins. Et nettoyer le verre qui a été cassé et qui a été brisé coûte beaucoup d'énergie, beaucoup d'eau. Abel, si je peux répondre par rapport au retour d'expérience que vous aviez évoqué tout à l'heure, sur la consigne. Moi, je n'ai pas d'avis ni d'études sur lesquelles m'appuyer parce que j'ai juste des faits. Depuis un an, on a dû mettre en place la consigne incitative. Donc, on l'appelle comme ça, la consigne incitative, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas, économiquement parlant, et pour cette démocratisation, mettre en place une consigne, même à 10 centimes ou 20 centimes, c'était trop complexe de mise en œuvre. Et le client n'est pas prêt encore. Du moins, le Tourangeau. Après, peut-être que dans d'autres régions, ça aurait passé, mais le Tourangeau n'est pas prêt. Donc, c'est pour ça que depuis un an, les clients reviennent, les consommateurs reviennent avec leurs bocaux. Il y a une charte à respecter, évidemment, si les bocaux sont fêlés, sont cassés ou sont extrêmement sales, il n'y a pas cette rétribution, mais on les récupère quand même. Et on rétribue 10 centimes par contenant rapporté. Et ça, en fait, maintenant, les consommateurs, nos fidèles, on va dire, qui sont là depuis un an, qui consomment de tout, que ce soit du fromage dans les bocaux en verre, que ce soit des céréales, du café moulu, du dentifrice, ils ont cette volonté de ramener, ça leur paraît logique. Et alors, c'est un temps d'adaptation et c'est une réappropriation, on va dire une éducation de bon sens, si je peux me permettre. Et concernant l'eau minérale,
eh ben, elle a jamais, et c'est vrai qu'elle était beaucoup plus en vogue à une époque. Elle s'est redescendue avec la bouteille en plastique. Il y avait un sacré reportage avec le président, directeur général de Cristalline, qui expliquait que c'était un peu lui qui avait inventé cette fameuse bouteille sous cette forme avec très peu de plastique, qui était très résistante. Là, j'en souviendrai toujours. Mais nous, on le propose. Donc, on travaille, mais qu'avec des grands. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a que Evian et Badois qui permettent à des entreprises comme nous de proposer de l'eau minérale en bouteille consignée. D'accord. Peggy, tu as levé la main, je crois. Oui, je suis en train d'élaborer un liniment. J'ai fait tester chez des copines qui venaient d'avoir des bébés et je leur dis, voilà, vous me gardez les contenants. Et là, du coup, je reçois des textos, c'est bon, il est nickel le liniment, par contre, comment on nettoie le bidon? Et là, voilà, moi qui voulais faire de la consigne, je me dis, je ne suis pas sortie d'affaire pour trouver une solution parce que c'est un corps gras. Donc, comment le nettoyer? Ce n'est pas un bocal, c'est une bouteille. Et je pense qu'on a beaucoup à trouver. On pourra vous aider et faire des expérimentations quand le centre de lavage sera là aussi, si besoin. Ben voilà, Peggy. Super. Donc, effectivement, c'est un métier, Peggy, parce qu'il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a des producteurs, nous, qui récupèrent ces contenants et soit qui galèrent, soit qui nous disaient qu'ils les lavaient, par contre, ils ne les lavent pas et puis ça part à la benne à verre. Ça, on l'a découvert aussi. Donc, écoutez, c'est comme je l'ai marqué dans le chat, c'est pollution plastique versus recyclage du verre. Donc, on peut rentrer dans le débat effectivement, qui est très intéressant et qui va, je l'espère, être un débat par la suite pour passer de ça en verre aujourd'hui et à ça en plastique, à essayer de trouver un équilibre pertinent et bon pour la planète. Et aujourd'hui, c'est un métier. Tu vois, Peggy, aujourd'hui, quand on nous demande qu'est-ce qu'on fait au Drive du Bon Sens, on dit on est conditionneur, c'est-à-dire qu'on reçoit en très gros contenant en big bag, on conditionne, donc ça c'est un métier, et ensuite c'est le lavage. Donc voilà, on lave et on désinfecte, et vu qu'on a plus de 700 références, on a des corps gras, on a de la viande, on a vraiment de tout et ça a été un apprentissage, ça a été un retour d'expérience depuis plus d'1 an où dès qu'on a des nouveaux produits, qu'est-ce qu'on fait? On les teste d'abord. Déjà, on les goûte. Ça, moi, je suis le goûteur officiel. Et après, on lave les bocaux et puis on regarde comment on peut pas perdre de temps parce qu'effectivement, comme l'a dit très justement François, c'est un métier. C'est du temps. C'est une personne qui pas à temps plein, mais presque à faire du lavage. Et alors, il y a Jonathan qui nous dit l'eau du robinet, c'est encore mieux. Voilà. Alors, oui, tout à fait. Avec un bichotant, et c'est parfait. Oui, chez moi, j'utilise 2 pichets en verre. Je ne bois que de l'eau du robinet depuis 6-7 ans maintenant. Et on la laisse décanter pendant une demi-heure avant de la boire et il n'y a plus d'odeur, il n'y a plus rien. Alors, après, il y a peut-être des régions de notre département qui ont été stigmatisées, je pense notamment… Il y a aussi des problèmes d'anciennes canalisations. Moi, je buvais beaucoup d'eau de robinet et nous étions à Saint-Cyr dans une résidence, je ne vous donnerai pas laquelle. Pendant plus de 3 ans, j'ai fait des cystites à répétition, on n'a jamais su pourquoi. J'ai changé d'appartement, j'en ai plus jamais eu. Et je vais raconter une anecdote où… Et ce sont les canalisations, ce n'est pas l'eau qui est en… C'est l'usure des canalisations. La parole à Grégory qui a levé la main. Allez-y. La dernière anecdote, c'est avant d'ouvrir le drive, justement, il y avait cette question d'eau. Donc, on commençait il y a plus de 5 ans la partie zéro déchet et utilisation de bocaux en verre. Et j'ai vu un reportage sur les centres d'assainissement de l'eau, de retraitement des eaux. Et certains, en France, sont équipés pour tout ce qui est médicaments, avec des filtres spécifiques pour éliminer toute particule médicamenteuse. Et donc, j'ai essayé de me renseigner en tant que citoyen auprès de ma commune, savoir d'où venait l'eau, en fait, d'où sort l'eau de mon robinet. Et puis, d'accord, c'est un syndicat. Très bien, je vais contacter le syndicat. C'est pas un syndicat, c'est Veolia qui gère, en fait, mais qui est avec le syndicat. Très bien. J'ai été jusqu'à envoyer des courriers recommandés, parce qu'on me disait, alors le maire
Et au-dessus, le département me disait qu'il devait me répondre. Mais il ne me répondait pas. Juste pour savoir si l'eau qui sortait de mon robinet, eh ben, elle sortait d'une usine de retraitement qui avait ce fameux filtre médicamenteux. Et j'ai appris que non par la suite. Donc voilà pourquoi c'est compliqué. Et voilà, vous l'avez dit, c'est Josette. Hein. Oui. Vous l'avez dit, Josette, il y a beaucoup de réticence. Et on le voit effectivement, la remarque de Jonathan est extrêmement de bon sens, bien évidemment, mais il y a tellement de réticences. Et là, on parle de l'eau, mais on peut parler de plein de produits où les gens vont dire ah mais non, mais dans ma petite bouteille en plastique quand même, je trouve que c'est mieux. Nous, on travaille avec le laboratoire de Touraine qui font des prélèvements une fois par mois sur des échantillons au hasard, et à chaque fois, les retours sont impeccables. À chaque fois, voilà. Et puis de toute façon, on est HACCP, il y a toutes les normes qui régissent autour, mais on s'est forcé à faire ces contrôles. On ne communique pas forcément dessus, mais on fait les contrôles. Mais il y a ces réticences. Les réticences de la canalisation ou alors les médicaments comme moi j'avais. Et attention, les réticences, ça sont énormes. Hein. Enfin, là, sur un panel client, nous, sur tout le bassin tourangeau, c'est important. Ok. Donc, Grégory, vous vouliez dire un mot? Oui. Moi, j'ai une vision un peu pragmatique des choses, à savoir, mon cher Abel, sais-tu pourquoi on a abandonné la bouteille en verre au profit de la bouteille en plastique? Je ne sais pas. Tu t'es déjà baladé avec un pack d'eau en plastique dans la main et tu le transformes en verre. Tu ne peux pas le soulever. Oui, c'est vrai. C'est le poids. Historiquement, c'était le poids, la problématique du poids. Donc, si tu incorpores une problématique de poids, c'est pareil. Lorsque moi, je travaille producteur de vin à Saumur et on a les gros magnums, mais en fin de compte, on les utilise jamais parce que tout simplement, on n'a pas cette force pour pouvoir servir des flûtes avec. Donc, on reste qu'avec des 75 centilitres à cause du poids. Donc, les constances de poids, moi, je veux bien qu'on abandonne les petites bouteilles en plastique, mais lorsque j'étais à Paris, c'était la canicule, étrangement, SNCF distribuait les petites bouteilles en plastique. Parce qu'après, lorsqu'on a ça dans son sac et on doit se balader, à ce moment-là, le sac devient beaucoup plus lourd, surtout quand on est à Paris, on court de partout. Alors, je me vois très mal courir de partout avec mon sac, avec une bouteille en verre dedans, ça va me l'alourdir, sachant que je fais un calcul, même au niveau de mon poids de l'ordinateur, pour gagner chaque gramme. Voilà. La problématique de poids, elle est, quoi qu'il arrive, toujours là. Oui, le poids, la masse, l'encombrement et oui. Après, une volonté. L'encombrement, après, c'est autre chose, mais c'est surtout le poids. C'était ça, ça tuait tout le monde. Avant, le lait était dans moi, je suis né dans les débuts des années 70, donc j'ai connu les petites bouteilles de lait avec les consignes, mais quand on prenait les 6, ça pesait une tonne. Donc maintenant, avec le pack de lait qui n'est pas en plastique, hein, il y a le fil d'aluminium à l'intérieur et du carton à l'extérieur, la problématique de poids, à ce moment-là, elle est résolue. C'est une problématique de poids, le verre. Hein. Donc si on ne résout pas la problématique, vous allez voir rapidement, les gens, d'un point de vue pratique, ils vont laisser tomber le truc. J'ai vraiment l'impression que vous êtes pro-plastique. Je ne suis pas pro-plastique. Je sais pas, vous me dites que c'est les champions du monde. Enfin bon. Je ne dis pas que le plastique c'est les champions du monde. Non, moi je suis Plastivaloir. Tout à l'heure, il y avait des éloges sur Plastivaloir. Bon, moi j'ai entendu d'autres. J'ai aussi la façon dont ils traitent leurs employés. J'ai aussi la Cosmétique Vallée. Je connais très, très bien l'ensemble des industriels sur toute la région. Je ne suis pas ni pro pour l'un ni pro pour l'autre. Mais pour en revenir à la problématique du poids du verre, oui. Alors moi je le fais d'avoir une bouteille en verre dans mon sac à dos, c'est pas un souci, hein, on y arrive très bien. Venez à Paris avec moi, on va faire autant de kilomètres et après on verra. J'ai pas de souci. Hein. Moi ça fait 25 ans que je vais bosser en vélo, donc oui, à Paris on est à quelques kilomètres à pied ou en vélo. Et je vous le dis, je suis allé à Paris. La dernière fois, j'avais mon sac à dos avec ma bouteille d'eau en verre dedans.
J'ai passé toute la journée à Paris. Tous les jours comme moi. Oui, non, mais tous les jours. Mais c'est pas un problème. On va arriver On fait de toute manière aux exceptions. quand on transporte des choses, on se muscle, on fait un peu. Voilà. Après, si c'est pour aller soulever de la fonte dans des Ne m'inquiète pas, la belle. Ce qu'il faut comprendre, c'est on n'est pas voilà, après sur la partie masse et poids des contenants en verre, le sujet n'est pas là. Le sujet il va être sur la loi Egalim qui va imposer donc par le politique l'utilisation du verre ou par une volonté des consommateurs de consommer dans des produits en verre. Et c'est pour ça qu'il y a des changemakers, donc vous savez, les entreprises qui essayent de faire changer, comme ce qu'on a essayé de faire avec ma femme. On est le seul dans la région. Là, on est en train de coacher 2 entreprises, une à Bourges et une à Orléans, pour ouvrir le même concept. Et il n'y a pas de franchise, c'est du coaching d'entreprise et on nous appelle les changemakers pour essayer qu'il y ait cette opportunité. Donc, soit ça viendra du consommateur, soit ça viendra du politique. Bon, un peu comme tous les sujets, j'ai envie de dire, mais là, notamment sur la consigne, quand on va avoir des gâteaux ou pas que l'eau ou tout sujet, on pourra retrouver encombrement, masse, ça casse, j'ai peur d'avoir des bouts de verre, c'est mal lavé, etc. On aura toujours des sujets. C'est plastique versus verre et puis toutes les contraintes qu'on a derrière, mais c'est la pollution plastique. Tout était démarré de là à Ecophys où on a bien parlé du sujet et c'est le socle, la base. Si le plastique était biodégradable partout, on ne serait même pas là à en parler. On voit bien que de toute façon, les moyens vont évoluer aussi avec les comportements et la société. Ça ne dérangeait personne d'aller à la ferme chercher son lait il y a 50 ans, aller chercher en vrac tous les produits quotidiens. Ensuite, ça a embêté tout le monde. Moi, quand j'étais gamin, la gourde, elle était quasiment dans tous les sacs des gamins. Et puis après, ça a été abandonné. Aujourd'hui, ça revient sous autre forme. Enfin, c'est le même principe. Voilà. Donc, si cette loi peut nous permettre, parce que on aurait pu aborder les déchets liés au bâtiment, par exemple, comment Et le compost. Comment Et le compost. Et le compost. S'il y avait autant de compost que de groupes de HLM, on enlèverait beaucoup de poubelles. Oui, on est d'accord. On a parlé de la vente à l'unité des médicaments, de la taxation et de la responsabilité élargie des producteurs, la cessation de l'impression des tickets de caisse qui consomment à la fois du papier, de l'encre, etc., et donc une forte pollution. L'indice de réparabilité sur les produits également, savoir, celui qui construit, fabrique, devra dire au consommateur si le produit qu'il achète est réparable ou pas, pour éviter justement de jeter à la va-vite et dès que ça tombe en panne une première fois. La réparation et l'utilisation des pièces détachées, la responsabilité des industriels, on en a parlé, l'utilisation des produits plus respectueux de l'environnement avec un système de bonus-malus, excusez-moi. Les déchets triés du bâtiment, aujourd'hui, c'est 42 millions de tonnes de déchets par an, liés au bâtiment. C'est une catastrophe quand on voit, et je crois que Françoise va être d'accord avec moi, on a l'exemple d'un bâtiment qui aurait pu être tout à fait restauré et qui va être abattu. On va enfouir je ne sais combien de tonnes de gravats, retraités parce qu'il y a un peu d'amiante dans le second œuvre, et puis on va reconstruire quasiment à l'identique dessus pour que dans 30 ou 40 ans ou 50 ans, on fasse la même opération. Enfin, c'est une imbécilité totale, mais bon, c'est comme ça. Et puis, bien sûr, l'interdiction des nouveaux produits plastiques à usage unique. Voilà, je crois que c'est vraiment intéressant. Alors, avant qu'on ne conclue, parce qu'il est déjà 20h12 et on avait dit qu'on ferait 19h20, mais bon, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que chacun nous dise un petit mot de conclusion sur ce qu'il attend encore de cette loi, sur les changements de comportement, ce qu'il espère, et le rôle des collectivités et des politiques. Et puis, un petit mot sur le rôle des députés aussi. Qu'est-ce qu'ils attendent de leurs députés ou des députés en général pour appuyer là où ça fait mal et faire en sorte que les choses évoluent dans le bon sens. Allez-y, vous êtes libre de parole, dites véritablement ce que vous avez envie de dire. Et puis j'espère que
Ça fera peut-être changer les choses. Alors, je ne sais pas qui peut commencer. Je vais commencer. Je vais commencer. Non. Merci beaucoup, Abel, pour l'organisation. C'était vraiment très intéressant et enrichissant. Et puis, j'ai rencontré Josette, que je ne connaissais pas. Mais non, on ne se connaissait pas. Et donc, c'est vraiment très, très, très bien. Nous, pour notre part, ce qu'on attend en tant que citoyen et en tant qu'entrepreneur pour une entreprise familiale, c'est de la communication. Et voilà, aujourd'hui, ça existe et ce n'est pas mis en avant. On a dépensé 20 000 € en communication juste pour Tours et Chambray-les-Tours, alors qu'on était persuadé à l'origine, à l'ouverture de l'entreprise, que voilà, on est les seuls de la région, ça allait prendre parce qu'on est au cœur du sujet, on a remis la consigne en place, c'est fait, c'est acté. Donc, on n'est pas sur une prospective ou autre, c'est fait, c'est un fait. Et ce qu'on attendait, il faut dire à Josette qu'il y en a un à Tours-Nord, c'est ça? Oui. Josette. Bon, tu veux que je te dise quelque chose? Oui, je t'en prie. Non, je t'en prie. Et livraison. Et on fait les livraisons à domicile. Donc, on a essayé d'accentuer vraiment cette notion de service forte pour que ça aille de la part du consommateur. Parce que côté politique, on voit que ça y va et c'est génial. Et que ce n'est pas du greenwashing, c'est une loi qui va imposer. Donc ça, c'est excellent. Mais ça prend du temps. Et donc, on essaye d'être ces changemakers. Mais ce qu'on attend effectivement des députés, concrètement, c'est un soutien sur la pub. Donc, on reçoit des adjoints et peut-être le maire de Tours la semaine prochaine pour notre inauguration. On reçoit le maire de Chambray-les-Tours et on va leur demander exactement la même chose. C'est un appui sur la communication. On y sera. Peggy, tu veux prendre la suite et Oui. pour conclure? Moi, je dirais qu'il y a effectivement le travail sur l'origine à faire. Ça veut dire aussi inciter les gens à utiliser davantage de vrac, mais à leur proposer aussi davantage de choses au vrac ou à mettre dans des contenants recyclables. Je dirais aussi aux élus qu'il faudrait davantage flécher les aides sur des projets vertueux comme ça, pour aider en fait à ce que le coût soit pas plus élevé au final pour le client. Et aux députés, je dirais aussi que je suis super contente que dans notre pays, dans notre région, dans notre département, on s'intéresse et on fasse des choses plus vertueuses. Mais si on ne nous aide pas à freiner tout ce qui arrive de l'autre bout du monde, qui continue de polluer la planète, on arrive à acheter des choses qui arrivent de l'autre bout du monde, qui sont 10 fois plus polluants que ce qu'on a le droit de mettre en service en France. Et ça, pour moi, c'est plus acceptable. Ça devrait plus passer les frontières. Et des fois, même 10 fois moins cher, Peggy. Pas de problème. Ça va être un des enjeux fondamentaux d'Egalim 2. Je n'ai pas parlé, je viens de Normandie en disant, voilà, effectivement, ça, c'est un point névralgique qu'il faudra travailler. Merci, Peggy. Allez-y, je vous en prie. Moi, je vais juste finir par une phrase de ma fille de 6 ans qui m'a dit un jour, papa, pourquoi on jette nos bouteilles dans les bennes à verre ou pourquoi on fait ça alors que moi, quand je prends ma vaisselle, je la mets dans le lave-vaisselle et je la casse pas. En effet. Ouais, quand on boit notre verre aussi, on ne va pas le jeter. Donc c'est juste tout simple. Réemployons les choses. En plus, on pourrait, le projet qu'on veut créer avec Reboot pourra créer aussi de l'emploi en local, beaucoup d'emplois en local, et ça, il faut aussi noter. Oui, parce que c'est de l'emploi et c'est une économie. Tout à fait. Et c'est de l'emploi qui restera dans la région. Merci. Voilà. Jonathan, un petit mot? Oui, alors, donc après, sur la loi Egalim, je ne l'ai pas vraiment lu, mais ce sera à faire. Il faudrait déjà faire une vraie sensibilisation sur les citoyens pour leur expliquer le pourquoi et pourquoi recycler et pourquoi les mettre dans les poubelles en verre. Mais les poubelles en verre, des fois, ce ne sont pas vraiment super accessibles. Les hublots, des fois, sont trop petits pour certains contenants. Et ça se retrouve par terre, cassé et jeté à bout d'un moment un peu partout. Et après, voilà. Donc, mais il faut sensibiliser surtout le citoyen pour ça, en fait, pour le zéro plastique, le verre. Le verre, ça se congèle. Moi, je fais pas mal de compotes. Il faut au congèle, ça bouge pas, ça ressort, c'est bien. C'est vrai que c'est lourd, mais après, c'est utile. Moi, Jonathan, nous, pas de problème, on les goûte, les compotes.
Ah, bah, il n'y a pas de souci. C'est quand tu veux. Ça, y a... Moi, j'avais déjà entendu parler d'apéro, mais bon. Mais bientôt, Josette. D'accord. Le 1er juillet, on voit ça. Merci. Françoise, est-ce que toi, responsable informatique, on aurait pu aborder effectivement le retraitement des ordinateurs et de tous les composants mais on en fera d'autres, Françoise. Mais si tu veux nous dire un petit Alors, mot. moi, j'étais ravie, en tous les cas, d'écouter vos échanges. C'était très, très enrichissant. En tant que citoyenne, je suis vachement sensible, en tous les cas, à cette question-là. J'ai appris beaucoup. J'ai beaucoup appris. Alors, je me tourne beaucoup aussi vers le verre quand j'essaie de limiter ma consommation de plastique. Et je trouve que le verre est de meilleure qualité que le plastique. Donc, voilà, c'est peut-être une fausse idée, mais en tous les cas, pour moi, ça dénote une meilleure qualité. Alors, moi, je rejoins complètement les propos de Jonathan, il me semble que c'est son prénom. Le citoyen manque d'informations, il est peu sensibilisé sur ces enjeux-là, sur les impacts par rapport en fait à ses choix de consommation. Et je pense qu'il y a un gros effort à faire au niveau de la sensibilisation et de la communication vis-à-vis du citoyen. Voilà. Donc, je n'évoquerai pas aujourd'hui la question du recyclage du matériel informatique parce qu'on est un peu hors champ, mais effectivement, dès lors qu'on peut reconditionner et qu'on puisse réemployer des produits, autant le faire. Ok, Françoise, merci. Bon, on réorganisera un petit webinaire autour de ça. Pardon? J'ai dit bonne soirée à vous. Attendez, il y a encore, merci Françoise, il y a encore François qui veut nous dire un mot de conclusion. Et puis, j'ai oublié ton prénom, iPhone, je suis désolé. Grégory, non, c'est Grégory, pardon, excuse-moi. Et on laissera. Grégory. Je suis un peu fatigué, on est en fin de journée, excuse-moi. François. Alors, moi, j'aurais 3 choses à dire. Je ne comprends pas pourquoi les bouteilles en plastique ne sont pas comprises dans la loi. C'est du plastique à usage unique pour moi. Une fois qu'on a vidé la bouteille en plastique, on la jette. Hein. Donc, ça devrait faire partie des choses qui devraient être supprimées de la. Enfin, voilà, au même titre que les touillettes et le reste. Alors, je vais prêcher pour Reboot un petit peu. Nous, ce dont on aurait besoin au niveau législatif, c'est, et Hugues en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est une standardisation des contenants. C'est-à-dire que si on avait, par exemple, sur le territoire français, une dizaine de types de bouteilles pour les vignerons, par exemple, ou enfin tous ceux qui remplissent des bouteilles en verre d'ailleurs, une dizaine de types de bouteilles en verre disponibles, et puis ils piochent dedans et ils n'ont pas le droit d'en sortir. Quand il y aura un maillage de laverie sur tout le territoire, et pour faciliter le réemploi, des bouteilles qui arriveraient d'une région X, on va dire une bouteille de Saumur, si elle était dans un contenant qui est aussi utilisé dans le Bordelais, dans le Beaujolais, dans diverses régions de France, et qu'on puisse la laver, enfin qu'elle arrive en Indre-et-Loire, on la lave, et on peut la réutiliser sur place parce que les gens du Vouvrion utilisent aussi le même type de bouteille. Ça faciliterait grandement les choses et ça éviterait tout un tas de transports. Et puis, on a aussi besoin au niveau législatif que tous les contenants en verre soient étiquetés avec des étiquettes qui partent au lavage. Aujourd'hui, si vous vous amusez à essayer de retirer les étiquettes qui sont sur les contenants en verre que vous utilisez, je peux vous dire que pour la plupart, vous vous amusez, vous essayez avec de l'acétone. Enfin bon, j'ai essayé tout un tas de produits. Il y a toujours de l'alcool qui reste. Enfin, c'est infernal. Et pour la laverie, pour Hugues et Ben, ça va être, c'est une grosse problématique. Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que les producteurs avec lesquels on va travailler, là, on a déjà un choix d'étiquettes à leur proposer pour deux types d'étiquettes. Ok. Voilà. Merci François. Bonsoir à tous. Le mot de la fin.
Grégory, tu peux juste nous dire, Oui, Grégory. oui, oui. Alors juste pour dire que je suis Mot de pas un la fin. acharné. Oui, bon, là, juste le mot de la fin. Juste pour dire que je suis pas un acharné du plastique, parce que si j'avais été un acharné du plastique, il faut savoir que vous me devez une loi que j'ai fait passer avec Nicolas Hulot, parce que accessoirement, j'étais membre du comité d'orientation et j'étais nommé pendant 2 ans à l'Office français pour la biodiversité, ainsi qu'à l'Office français pour la biodiversité, donc l'OFB maintenant. Et qu'à l'époque, ma première proposition qu'a repris Nicolas Hulot, nouvellement nommé ministre de l'écologie, c'était ni plus ni moins quoi. J'avais proposé la chose suivante, d'interdire les cotons-tiges en plastique. Tout simplement pourquoi ? Parce que je connaissais l'alternative, parce que j'avais l'alternative qui est en papier. Et donc là, je réglais tout de suite tous les problèmes de tous ces problèmes alternatifs ou je ne sais trop quoi, grâce à ça. Donc, il n'y a pas de souci. Quand j'ai une alternative, je la propose, je la fais passer. Et maintenant, tout le monde connaît la loi et je crois que tout le monde l'a repris en Europe et dans le monde, de mémoire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis voilà, donc elle vient de moi. Ça marche bien. Merci. Heureux de l'entendre. Moi, je voudrais... Heureux de l'entendre. Voilà, c'est tout. Non, c'est tout. Non, que dire encore ? Il faut, sur toutes les choses, il faut trouver une alternative crédible, toujours. Et il faut trouver systématiquement une alternative économique crédible. On prend l'exemple de leur recyclage des masques. Avec Ecofys, on a beaucoup travaillé, elle a fait le tour d'Europe pour regarder ce qui était possible de faire. Tous les recyclages qui se font actuellement se sont faits en toute petite quantité parce que la quantité industrielle est techniquement impossible à réaliser et économiquement complètement inviable. C'est pas viable. Il vaut mieux l'incinérer. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Au moment où on a une solution viable, il faut y aller. Et aux industriels de trouver des solutions alternatives. Et puis, le citoyen parfait n'existe pas. C'est comme le conducteur parfait, il n'existait pas. Donc, c'est tout. Merci. Je te rejoins, c'est exactement ça qu'appliquer. On va se mettre à la tâche pour ça. Karine, voilà. Petite question. Oui, donc vous qui êtes impliqué et engagé, est-ce que vous avez une alternative crédible au nombre d'étiquettes qui sont suspendues aux vêtements dans les boutiques? Là, tout de suite, j'en ai pas. Je peux pas vous le dire. Alors, moi, Bérangère Abba m'a nommé. Écoutez, je vais vous envoyer, vous regardez. Je pense que je peux le mettre je peux l'envoyer auprès de Facebook ou directement sur l'adresse Facebook. Bérangère Abba m'a nommé, qui est secrétaire d'État à la biodiversité, pour ceux qui connaissent, m'a nommé ambassadeur sur une consultation citoyenne sur ce type de problématique qui est celui de la biodiversité, de l'écologie et notamment l'économie durable. Et ce sont les conclusions qu'on doit porter ensemble. Donc, je vais faire partie des Français, en fin de compte du pavillon France, l'équipe de France, qui vont représenter la France lors du congrès mondial de nature au mois de septembre prochain. Normalement, ce qui aura dû avoir lieu au mois de juin dernier. Voilà, c'est tout. Donc, on a besoin d'avoir des informations citoyennes engagées sur ces questions-là pour trouver des idées et les présenter au prochain congrès mondial de la nature qui aura lieu à Marseille début septembre prochain, si la situation sanitaire nous le permet. Voilà tout. Ok, super, merci. Tu étais au courant, Abel, de cette plateforme qui a été mise en ligne le 22 mai dernier avec Barbara Pompili? Non, très honnêtement, non. Je l'ai mis sur mon Facebook. Écoute, je vais la prochaine fois, pas de souci. On a, juste pour vous dire qu'on a passé un amendement pour proposer la standardisation des emballages réutilisables dans la loi économie circulaire. C'est l'amendement qui a été adopté, que nous avons écrit suite à la réunion zéro plastique qu'on a fait à Ecofys. Donc ça, c'est plutôt bien. Comme quoi, la parole, des fois, et les rencontres en territoire, ça peut apporter au niveau national, au niveau de l'Assemblée. Écoutez, je voulais sincèrement vous remercier toutes et tous de votre participation. On devait faire 1 heure, on a fait 1 heure et demie.
Et puis vous dire peut-être pour conclure qu'on se retrouve sur cette thématique-là, enfin toujours sur Egalim, le 14 juin, après donc la réunion de la dernière fois autour de… Oh, bon sang, je perds mes mots, mais c'est pas grave, autour de l'alimentation. Voilà. Et aujourd'hui, du recyclage, on fera un dernier webinaire un peu synthétique de tout ça. Et puis vous dire que pour l'enfant de 1976 que j'étais, eh bien c'était, on était tous allés les Verts, c'était la grande époque de Saint-Étienne. Et puis après, j'ai connu que le plastique, c'était fantastique. Oui. Un d'entre vous aussi. Alors voilà, on va essayer de trouver une alternative, hein, puisque maintenant le Rennes footballistique est au Paris Saint-Germain, donc il va falloir lui trouver un slogan hein, qui a… Allez, Tours. Merci à vous tous, à vous toutes. Oui. Et puis à très très bientôt, donc à travers au Drive. Voilà, à très bientôt au Drive pour aller goûter aussi les compotes de notre ami Jonathan. Merci, très belle soirée à vous tous et on se reverra à l'inauguration. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci à vous tous, toutes.